C'est la 84e revue de la semaine qui commence maintenant avec le générique. Je vais d'abord vous parler de ce que nous appelons, nous, aux Insoumis, la dérive autoritaire du gouvernement. Il y a des gens qui pensent que nous utilisons cette expression par une sorte d'effet de polémique ou d'exagération. Non, il s'agit de quelque chose de très profond qui est en cours sous nos yeux dans notre pays, sans susciter la riposte que ça exigerait. Et je crois que c'est une tendance, cette tendance autoritaire, qui vient de très profond dans ce que représente le courant politique de M. Macron. Les libéraux sont aujourd'hui, à l'échelle du monde, le courant politique qui, quand on le sonde, quand on sonde l'opinion des gens, c'est le courant politique qui a le moins d'attachement aux formes démocratiques de fonctionnement de la politique. Ça paraît curieux, n'est-ce pas? Mais aux États-Unis, ceux qui arrivent en tête des personnes qui disent que tout ça c'est de la perte de temps, qu'on serait beaucoup plus efficace sans tous ces bavardages, des assemblées, etc., ce sont les libéraux. Et en France, il y a eu une enquête comparable de menée et elle donne le même résultat. Par conséquent, il y a un fond de sauce qui existe dans ce courant politique qui a une tendance à considérer qu'on perd son temps avec la démocratie. Et naturellement, quand on considère que la démocratie ça prend trop de temps, que ça coûte trop cher, que ceci, que cela, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, la pente est prise vers les solutions d'autorité en disant il n'y a qu'à une personne seule serait bien mieux capable de trancher tous ces problèmes, ou bien des spécialistes qui s'y connaissent seraient capables de trancher cette question. À cette tendance de fond s'ajoute la pratique. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, toutes les élites dirigeantes des différents gouvernements ont pris l'habitude de considérer que ce que veulent les peuples, c'est suspect et souvent nuisible, et que les peuples eux-mêmes ne savent pas ce qui est bon pour eux, et que les dirigeants le savent mieux qu'eux. Et c'est ce qui a conduit, par exemple, M. Juncker, qui est le président de la Commission européenne, à dire qu'il n'y avait pas de solution démocratique en dehors des traités européens. Bref. Autrement dit, c'est une théorie de la souveraineté limitée des peuples. Ça, c'est les deux grosses tendances. Elle vient du fond idéologique et des circonstances particulières de la vie en Europe aujourd'hui, au moment où les traités européens, notamment les traités budgétaires, sont remis en cause partout par la pratique et les revendications populaires. En France, M. Macron a en quelque sorte retrouvé les outils que lui avaient laissés Hollande et Valls, et surtout Valls, et les a démultipliés dans leur violence. Et il l'a fait en profitant d'une sorte d'indifférence des organisations traditionnellement liées à la défense de la démocratie, traditionnellement vouées à la défense de la contestation populaire, de la remise en cause de l'ordre établi. On peut dire que très rapidement, le pire a été possible. Dès le début, on a vu se mettre en place une tactique bien précise. Chaque fois qu'une mobilisation a lieu, on commence par déprécier, dénigrer ceux qui la déclenchent. Alors, c'était vrai quand nous, on a démarré les premières marches contre le Code du travail, où on a expliqué qu'on essayait de prendre la place des syndicats, qu'on n'arriverait à rien, puis quand la marche a eu lieu, qu'il n'y avait pas autant de monde qu'on espérait, puis à la fin de la marche, quelques mots repris dans un de mes discours, pour permettre de faire des amalgames et lancer des polémiques qui ont eu un résultat. On ne parlait plus du sujet de la marche. Cette technique dite de l'invisibilisation est très au point dans la Macronie. Ils ont un état-major qui s'occupe de ça et ce qu'ils appellent la team Macron, qui sont des gens qui payent pour mettre des messages sur les réseaux sociaux. C'est pas très difficile de voir que ce sont des gens payés, parce que quand vous allez voir les comptes d'où partent les messages contre nous, et contre, d'une manière générale, toute contestation, vous voyez que c'est des faux comptes, il n'y a personne derrière, des fois il n'y a pas de photos, il n'y a aucun contenu. Donc ça, c'est une technique qu'ils ont mis à l'épreuve et qu'ils ont reproduit continuellement. Par exemple, quand il y a eu le mouvement des cheminots, ça a recommencé. C'était sur le thème, ce sont des privilégiés, et là ils utilisent tous leurs outils médiatiques, en commençant par le prétendu service public de l'information, c'est-à-dire la direction politique de l'information à France 2 et à France Info, toute cette équipe qui est là et qui, chaque fois qu'il y a
quelque chose qui surgit dans le paysage saute à la gorge des organisateurs avec toujours la même technique, dénigrer les organisateurs, faire perdre le sens du message par des considérations de toutes sortes sur la stratégie qui est prêtée à l'un, à l'autre, etc. C'est la technique, hein. Invisibiliser les motifs de l'action en les diluant dans un discours sur les intérêts qui seraient en cause, les intérêts toujours personnels. Quand on est arrivé à l'explosion sur lesquelles ont débouché les 18 premiers mois de la politique de Macron, il n'y a eu aucune réflexion sur le fond dans toute la superstructure médiatique. Il y avait pourquoi ça éclate, que va faire Macron, comment il riposte, etc. Mais pas comment on en est arrivé là. Ils n'ont donc, évidemment, c'est une façon d'invisibiliser quelle était la racine profonde du dégagisme qui a abouti au résultat de l'élection présidentielle de 2017 et qui s'est ensuite traduit par toutes sortes d'expressions politiques dans le pays ou sociales. Donc on n'en a pas parlé. Et évidemment, toute cette superstructure est passée à côté de la signification du mouvement, en passant son temps à dire d'abord qu'il n'y avait pas autant de monde que prévu dès la première manifestation, puis après, à chaque manifestation, le mouvement s'essouffle. Et puis, ils étaient à l'affût de la première dispute possible à l'intérieur des Gilets jaunes pour mettre ça en scène. Bon, c'est toujours la même technique. Invisibiliser les motifs de l'action réelle par des diversions de toutes sortes. Mais en cours de route, il y a eu aussi une étape qu'il ne faut pas manquer. C'est l'application en France d'une tactique qui existe à l'échelle internationale, qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire taper les dirigeants de l'opposition et ceux qui s'opposent par le biais de délits qui leur sont attribués. Donc dans notre cas, après avoir fait une rentrée politique assez brillante en septembre dernier, nous avons eu droit aux perquisitions contre moi. Et si vous en connaissez, vous vous en rappelez, les motifs de départ, c'est une dénonciation d'une femme d'extrême droite qui dit elle-même que sa dénonciation est une plaisanterie. Elle dénonce 17 personnes, je suis le seul inquiété. Et puis un signalement de la commission des comptes de campagne qui est fait contre mes comptes de campagne, alors que je suis la campagne la plus longue, la moins chère, et que j'ai proposé qu'on refasse en public, s'il le fallait, l'épluchage de tous les comptes. Et pas un mot sur les campagnes qui ont coûté infiniment plus cher, comme celle de Hamon ou de Macron, ni pas un mot sur quelques-unes des irrégularités qui ont été repérées dans ces cas-là. Mais c'était une façon de s'en prendre à moi et de permettre quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le pays, 100 policiers déployés pour faire des perquisitions chez tous ceux qui ont travaillé un jour avec moi au cours des 12 dernières années, pour voir si ils étaient bien à leur poste de travail plutôt qu'au Parlement, ou je sais pas où, moi. Bref. Et là, moi, j'ai commis une erreur, parce que j'ai cru que je serais appuyé par une vague d'indignation démocratique de gens qui auraient dit, écoutez, ça commence à suffire, même si on n'est pas d'accord avec Mélenchon. Il y a quelques mois, il y avait des gens qui voulaient le tuer, vous ne lui avez pas dit. Vous avez mis des gens en prison, vous ne lui permettez pas d'entrer dans le dossier. Maintenant, vous essayez de l'envoyer au tribunal et de créer un feuilleton judiciaire. C'est pas du tout ce qui s'est passé. À l'exception du Parti communiste et du NPA, aucune autre force n'a réagi pour poser des questions, s'interroger sur le sens de cette action qui était menée contre nous, ou carrément pour dire mais c'est insupportable, vous n'avez pas à voler les fichiers d'une organisation politique parce que vous menez une enquête sur eux. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais acquis dans le pays. Donc Macron à ce moment-là s'est rendu compte que toutes ces organisations étaient KO, que la seule chose qu'elles voyaient, c'était la bonne occasion qu'elles avaient de se débarrasser de Mélenchon, ou d'en dire du mal, ou de nous jeter des pierres, ou de porter tort au mouvement des Insoumis d'une manière extrêmement égoïste et mesquine, de petits groupes qui perdent de vue l'intérêt général. Donc, quand il a vu qu'il avait ce rapport de force, quand il a vu que tous les médias du pays étaient prêts à taper sur les Insoumis parce que ça leur fait du feuilleton et surtout que ça permet d'invisibiliser, là encore une fois, le mouvement. Pendant qu'on fait ça, on ne parle pas des campagnes que mène le mouvement, on ne parle pas de ses initiatives politiques, on ne parle pas de tout ce que nous avons mis sur la table pendant cette période, et en particulier l'idée que les élections européennes seraient un référendum anti-Macron, ce que nous avons annoncé en septembre dernier. Pour eux, il s'agissait d'invisibiliser ça en disqualifiant, encore une fois, en tapant sur les personnes. Alors, vous vous souvenez de cet épisode, c'est 1 minute 12 qui est passé en boucle, où on me voit crier très fort parce que j'essayais de faire en sorte qu'on ne vienne pas me voler le fichier des Insoumis, parce que là, il y a 500 000 noms. Bon, mais quand même, qu'ils aient volé le fichier du parti de gauche est déjà inacceptable. Alors 500 000 noms
de français donnés à des gens, vous savez qu'il n'y a aucun secret de l'instruction, c'est pas vrai. Il y a un système de corruption active qui existe, qui permet aux médias d'acheter les informations. La preuve d'ailleurs, dès le lendemain de ces perquisitions et de nos auditions, on avait les comptes rendus dans la presse. Il n'y a jamais eu aucune sanction contre les personnes qui ont vendu les informations de cette manière. Bon. Donc tout ça, ça a été pour M. Macron une sorte de round d'observation. Il a compris qu'il avait les mains libres. Et quand le mouvement des Gilets jaunes a démarré, il a fallu attendre 10 semaines pour que les superstructures médiatiques et les organisations politiques traditionnelles, encore une fois, à part le Parti communiste et le NPA, dont il faut constater qu'ils ont toujours été tout à fait réguliers, et quelles que soient les divergences qu'on peut avoir entre nous. Mais tous les autres ont laissé faire. Et il a fallu attendre 10 semaines pour qu'on commence à voir poser le problème de la disproportion dans l'usage de la force. Jusque-là, les seules images qui étaient mises en boucle, c'était celles des violences à l'Arc de Triomphe, etc., sans aucun recul sur les conditions dans lesquelles tout ça s'était passé. 10 semaines pendant lesquelles il y a eu des yeux crevés, des mains arrachées, et puis surtout des milliers de gens mis en garde à vue. Plus de 7000 à cette heure. À l'époque, il y en avait aux alentours de 5000 qui avaient été mis en garde à vue, sans raison, puisque les 9/10 de ces personnes ont été relâchées parce qu'elles sont coupables de rien. Et on a beaucoup mis en scène les casseurs, les violents. Quand on regarde qui sont les blessés, vous n'avez pas un d'entre eux, pas une d'entre eux, qui peut être considéré comme quelqu'un, je ne sais pas moi, qui serait habitué à de la violence sociale ou politique dans les manifestations. Il a fallu attendre 10 semaines pour que la machine médiatique au moins se mette en route à dire « ça fait trop ». Par conséquent, il sait qu'il a les mains libres. Et regardez ce qui se passe, aujourd'hui on parle des violences dans l'utilisation des forces de répression, jusqu'au point où un ministre menace les gens qui vont manifester en leur disant que vous serez complices des violences. Ou un ministre peut demander à ce qu'il y ait des poursuites judiciaires contre, par exemple, Éric Drouet, parce qu'il a utilisé un mot qui paraît excessif. Mais enfin, dans la politique, les mots excessifs, il n'y a que de ça. Et le ministre l'a fait alors même qu'il savait que M. Drouet lui-même avait dit « bon, il y a un mot de trop là, je pense que c'est pas ça qu'il faut utiliser comme mot ». Et il dit « je suis partisan d'un complet pacifisme ». Mais le ministre de l'Intérieur, Castaner, fait comme s'il n'avait pas entendu ça et part sur l'idée que Drouet aurait appelé à l'insurrection, enfin bref, à l'insurrection violente, parce que le ministre dit « regardez, il y a déjà des cocktails Molotov ». Donc, il sait qu'ils ont les mains libres, il pousse à une scène qui serait en quelque sorte composée des gentils autour de M. Macron, et tous les autres seraient des méchants, des casseurs, des violents. Alors tout ça, on le voit. Puis à la partie dont on ne parle toujours pas, c'est la terrible dureté des sanctions qui sont décidées dans les tribunaux contre les Gilets jaunes qui sont jugés en comparution immédiate depuis maintenant des semaines. Il faut voir, c'est 1 an de prison ferme par-ci, 6 mois par-là, 3 mois de la prison ferme à des gens qui n'ont aucun casier judiciaire, qui n'ont absolument rien à se reprocher jusqu'à ce jour-là, et qui ont été très durement frappés. Et ça, ils le savent au sommet de l'État. Ils savent qu'ils peuvent à peu près tout se permettre parce qu'il n'y aura pas de réaction, vu que dans le premier cas, tous les autres sont en opposition aux Insoumis, donc ils sont trop contents de voir qu'on nuit aux Insoumis, et dans le cas des Gilets jaunes, parce que toute une partie des superstructures de notre pays, ce qu'on appelle les superstructures, c'est les organismes, les organisations, les intellectuels, et tout ça sont très hostiles aux Gilets jaunes parce que ils les qualifient de populistes, homophobes, sexistes, racistes, enfin bon, il y a une sorte de coupure sur laquelle les macronistes jouent à fond pour couper la classe moyenne des milieux populaires, hein, et les opposer autant qu'ils le peuvent. Et alors sur nous, évidemment, ça donne ce résultat que nous sommes régulièrement soupçonnés d'une dérive. Alors on n'a pas compris en quoi consistait la dérive. Il n'y a pas de dérive, on a toujours dit qu'on était du côté du peuple et qu'on serait de ce côté-là. Donc il n'y a pas de dérive. Mais pour eux, ça leur permet de glisser des mots durs, comme évidemment de trouver leurs idiots de service pour aller les répéter. Vous avez ce pauvre monsieur Faure, secrétaire général du Parti Socialiste, qui s'en va dire il y a une dérive de Mélenchon vers Rouge-Brun. Bon, c'est insultant pour moi. Mais Rouge-Brun, il est devenu fou cet homme ou quoi? Et combien d'autres comme ça? Donc c'est toujours, vous voyez l'affaire, on invisibilise, on assigne des gens à une position qui n'est pas la leur. Les Gilets jaunes seraient homophobes, seraient racistes, seraient vous à l'extrême droite. Et puis, évidemment, pendant qu'on fait ça, on ne parle pas du fond.
on fait ça et la répression a lieu. Et ça, c'est le cœur de la dérive autoritaire. Si bien que beaucoup de gens dans ce pays, qu'on croyait attachés à des valeurs plus ouvertes, de vie de la société, plus bienveillantes à l'égard de la contestation sociale, comprenant que c'est par là souvent que les idées et les situations bougent. D'ailleurs, dans notre pays, rien n'a jamais bougé autrement que comme ça. Hein, rien. Vous n'auriez jamais eu aucune conquête sociale, aucune conquête de liberté démocratique sans qu'il y ait avant des mobilisations, des manifestations qui ont souvent été parfois coûteuses pour ceux qui les menaient. Par conséquent, on a toujours eu en France un assez large secteur de l'opinion pour dire faut respecter ça, le droit de contester. Alors c'est vrai, des fois, ici ou là, ça passe les bornes, mais les autres, dans l'autre sens, aussi, ils passent les bornes. Quand ils suppriment l'impôt sur la fortune, bon, ils le font avec le sourire, et puis une attitude tranquille, mais enfin, c'est quand même 3 milliards qui ne prennent plus aux riches et qui reprennent dans les poches de tous les autres. Hein. Ça, c'est une violence quand même considérable. Donc, on s'attendait à ce que ce secteur vienne en défense. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas, et c'est un des plus gros problèmes auxquels nous avons à faire face. Parce que M. Macron est en train de réussir à installer le paysage qu'il espère voir à la fin dominé. C'est-à-dire qu'il aura complètement siphonné la droite en jouant l'homme autoritaire, et dans les deuxièmes tours d'élection, il rencontrerait donc principalement dans les circonscriptions de droite des gens d'extrême droite, et dans les circonscriptions de gauche, il aurait, ou classé tel, des insoumises au deuxième tour, qu'il aura diabolisé auparavant avec la complicité active des dirigeants des petites organisations qui passent leur temps à nous attribuer des noms d'oiseaux. Voilà ce que nous avons sous les yeux. Et bon, ça s'est fait avec un environnement médiatique qui sert ça, qui sert cette cause. Si vous regardez, bon, si vous avez du temps à perdre, vous vous apercevez que c'est le même article qui est écrit continuellement depuis à peu près 2 mois et demi, sur ma dérive, mes méthodes autoritaires et que sais-je encore. On trouve toujours 1 ou 2 ou 3 personnes frustrées parce qu'ils n'ont pas une bonne place dans la liste des européennes pour raconter tout et n'importe quoi contre le mouvement des Insoumis, sans grand respect pour le travail des autres et pour les autres candidats. Donc c'est toujours facile de trouver de quoi mettre en scène des oppositions, y compris quand elles n'existent pas ou qu'elles sont résiduelles. Et il faut donc résister intellectuellement à cette pente. Hein. Parce que si on se laisse aller, eh bien oui, à la fin, la combinaison de l'intimidation, pour ne pas dire de la peur que répandent les macronistes sur la société, avec les coups si durs qu'ils tapent sur le plan juridique contre les manifestants ou sur le plan physique avec toutes ces personnes qui sont dorénavant mutilées du fait de la politique de M. Macron et de la manière avec laquelle les forces de police sont utilisées. Vous savez, ça fait 60 ans qu'on n'a pas eu une violence pareille, c'est un échec total. 1000 blessés pour les policiers, c'était donc une doctrine d'emploi de la police absolument folle, et 1800 parmi les manifestants. Ce sont des chiffres considérables. 7000 gardes à vue, il n'y a pas une autre démocratie dans le monde où des résultats de répression pareils sont observés, ça n'existe pas. Et on a l'impression que tout ça est devenu normal, que ma foi on peut vivre avec, que ce sont en quelque sorte des dérapages. Et quand nous disons le ministre Castaner doit démissionner et on doit arrêter d'utiliser des armes qui mutilent les gens, c'est presque nous qui faisons figure d'exagérés. Hein. Comme si en République, quand il y a un tir qui crève un œil de quelqu'un, eh ben, le seul problème que ça pose, c'est le policier qui a tiré la balle en question. Bien sûr que ça pose un problème si le policier l'a fait dans des conditions qui ne sont pas celles qui sont admises par le règlement, mais le problème de fond, c'est qu'on lui a donné l'ordre de le faire, et que cet ordre, il est politique. C'est nécessairement le ministre de l'Intérieur qui est en cause dans cette affaire. Vous trouverez dans la description en bas le lien qui vous permet de voir l'intervention que j'ai faite à l'Assemblée nationale pour que vous voyez que c'est les yeux dans les yeux que j'ai dit à M. Castaner qu'il devait démissionner. C'est pas quelque chose où, bon, on fait ça en douce dans un coin en se disant, bah, pas vu, pas pris. Non, je l'ai fait très officiellement, très sérieusement. Vous êtes responsable, Monsieur le ministre. Vous, personnellement, parce que c'est la République qui veut ça. Quelle que soit la qualité de vos intentions et votre qualité d'être humain, qui n'est pas en cause dans cette affaire, mais votre responsabilité est politique. C'est vous qui devez assumer cette situation. Si ces gens sont éborgnés, si ces policiers sont blessés, s'il y a cette situation, c'est de votre faute. On n'a jamais vu ça auparavant dans aucune situation politique tendue dans ce pays depuis plus de 60 ans. Vous devez vous en aller et démissionner. Voilà ce que les Insoumis vous demandent.
Alors à tout le monde, j'ai envie de demander de l'aide. D'abord, nous devons conforter le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider et le protéger. L'aider, c'est évidemment soi-même devenir gilet jaune, aller sur les ronds-points, aller dans les manifestations, participer aux assemblées citoyennes quand il s'en crée, en créer quand il n'y en a pas. Ça, c'est, je dirais, l'appartenance, le fait d'être avec les gilets jaunes et pas à côté d'eux, parce que tout le monde peut être gilet jaune. Hein. Et puis, politiquement, alors là, nous avons un espace particulier, pas celui comme on dit, de la récupération, je trouve cette expression assez ridicule, mais enfin, où en quelque sorte, on viendrait parler à la place des gilets jaunes sur le plan politique. C'est pas ça qu'on doit faire, parce que le mouvement se rabougrirait si on le faisait, et puis deuxièmement, ça ne serait ne pas comprendre la nature du mouvement qu'il y a là. C'est une insurrection citoyenne. Ça ne correspond à rien de ce qu'on n'a jamais vu dans ce pays. On ne sait donc pas jusqu'où elle va aller, quelle forme elle va prendre, car contrairement à ce qui se dit, si vous croyez qu'il y a de l'usure dans la grosse colère et la grosse souffrance du peuple, vous vous trompez, ce n'est pas le cas. Il y a de la fatigue, c'est clair, mais la colère et l'apprentissage politique ont été croissants. Les gens de plus en plus comprennent ce qui se passe et quels sont leurs véritables adversaires. Mais à l'inverse, du côté des macronistes, c'est plutôt la pagaille. Et puis vous comprenez, mobiliser pendant 12 semaines le 9/10 des forces disponibles dans la police pour faire une besogne que les policiers eux-mêmes commencent à trouver totalement hors de propos par rapport à leur métier. Quand on devient policier, c'est pas pour aller réprimer des manifestations qu'on le devient. Hein. On le devient parce que on veut être gardien de la paix, parce qu'on veut faire la chasse aux bandits, aux voyous, pas aux manifestants dans lesquels il y a votre propre famille. Il y a donc une usure qui existe à l'intérieur des forces de police et dans le commandement politique de toute cette affaire. Car tout ne tient que par ça. Le pouvoir macroniste ne tient que par sa capacité tous les samedis à réprimer, à mentir sur le nombre de participants, à exagérer les gens qui participent. Alors, cette manifestation grotesque de foulard rouge où ils étaient une poignée, qu'ils ont évalué, la préfecture de police, qui d'habitude dit qu'elle ne fait pas d'évaluation des manifestations politiques, pour une fois, si elle en a fait une, est complètement extravagante, en disant qu'il y avait 10 000 personnes, c'est-à-dire plus que de gilets jaunes le samedi dans Paris, c'est grotesque, et avec des slogans absolument débiles, du genre Mélenchon démission, parce qu'ils criaient ça avec leurs banderoles, bon, qui au passage, évidemment, me cible, encore une fois, me désigne, encore une fois, comme la cible principale de tous ces enragés, qui étaient en effet, comme l'a dit quelqu'un sur les réseaux sociaux, il dit, écoutez, s'il y a une foule haineuse, c'est pas les gilets jaunes, c'est bien ces gens qui ont tenu des propos contre les gilets jaunes, que les gilets jaunes ne tiennent pas contre le reste de la population. Vous avez vu tous ces bons gros bourgeois crier les gilets jaunes au boulot, feignants, et ainsi de suite, enfin des choses absolument incroyables. Et ça, Macron joue sur cette mentalité. Mais en même temps, il s'use, il s'épuise. Et si nous tenons bon, et si nous élargissons la base d'action des Gilets jaunes par notre propre participation et par la protection politique que nous apportons contre les condamnations judiciaires excessives, contre les violences qui sont commises contre les Gilets jaunes, eh bien, nous pouvons permettre à ce mouvement d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la satisfaction des revendications qu'il porte. Premièrement, celle d'égalité sociale, avec le rétablissement de l'ISF, l'interdiction des écarts excessifs de salaire dans les entreprises, et toutes ces revendications qui sont présentes, comme l'augmentation du SMIC et des salaires d'une manière générale. Les revendications démocratiques, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, pour ne prendre que cet exemple. Mais ça va m'amener à la perspective politique. Vous voyez, tout concourt à donner raison à ce que nous avons mis sur la table dès la campagne présidentielle. Les institutions politiques en France sont à bout de souffle. En voulez-vous une preuve ? Une explosion de colère pareille qui ne trouve pas son expression dans l'hémicycle. Quand vous arrivez à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, une fois que vous avez enlevé les insoumis, les communistes et apparentés, c'est terminé, tout le reste est contre. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même inouï de voir ça. Les 3/4 de l'hémicycle contre un mouvement populaire de masse dans le pays. C'est donc bien que ces institutions sont totalement tétanisées et coupées de la vie réelle. Mais s'il fallait une preuve parmi d'autres, mais comme étant la signification par le fait que nos adversaires eux-mêmes font l'aveu de l'épuisement de ces institutions, ben c'est l'organisation du grand débat. Normalement, dans une démocratie, il n'y a pas besoin d'organiser un grand débat avec tout le monde, 18 mois
après une élection présidentielle et sur des thèmes aussi importants que la fiscalité, l'écologie et la vie citoyenne du pays. Donc si on est obligé d'organiser un grand débat, c'est bien, parce que les institutions sont à bout de souffle. Et donc, ça repose la question du changement constitutionnel. La Constitution, c'est la règle du jeu. Mais là, M. Macron a dit, c'est moi qui ferai une proposition en fonction de ce que j'aurai entendu. Pourquoi? Pourquoi lui? Qui est-il pour avoir ce droit? C'est écrit nulle part dans la Constitution. Le président de la République écoute le peuple et fait des propositions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, le peuple a le droit d'être lui-même constituant. Et c'est ce à quoi nous croyons, nous, les Insoumis, depuis notre programme L'Avenir en commun, et que nous voyons comme la solution positive, la solution de sortie par le haut, la solution pacifique à la grande crise dont atteste le mouvement des Gilets jaunes. Bon, mon propos est un peu long, mais j'espère qu'il fasse réfléchir. Premièrement, il y a une dérive autoritaire du pouvoir. Deuxièmement, elle se nourrit du silence et de la complaisance de beaucoup de forces qui, normalement, devraient être du côté de la défense intransigeante des droits démocratiques et des droits sociaux. Et troisièmement, elle permet d'installer un paysage politique dans lequel on discrédite les personnes et où on invisibilise les causes profondes du mouvement. À cela, il y a une réponse, l'action. L'action avec les Gilets jaunes, l'action avec les assemblées citoyennes, l'action pour l'émergence d'une assemblée constituante dans notre pays. Dans ces conditions, voyons le calendrier et voyons les rendez-vous. Les rendez-vous, bien sûr, ils sont toujours sur les ronds-points. Il faut faire attention parce que la police vient assez souvent pour évacuer les ronds-points. Le rendez-vous, c'est ce samedi. Vous le savez bien, samedi, dans la marche, vont marcher devant les victimes, les blessés, les éborgnés, tous les blessés de la répression. Et puis, nous avons un autre rendez-vous, c'est le 5 février. Ce jour-là, la CGT a appelé une grève générale. Et il s'est trouvé que parmi les Gilets jaunes, beaucoup ont appelé à participer à ce 5 février par des actions toute la journée en, disent-ils, bloquant la vie économique du pays. Bloquer la vie économique du pays, ça veut dire les pompes à essence, les grandes surfaces de magasins, que sais-je encore, hein, bon, qui va avec une grève générale. Je suppose que c'est ça que ça veut dire, bloquer l'activité économique du pays. Et puis, un certain nombre de forces politiques aussi appellent à faire de ce 5 février un succès. Nous, les Insoumis, nous espérons que ce soit un succès. Donc, vous voyez, nous avons un calendrier qui est avec des rendez-vous. Le rendez-vous ce samedi, le rendez-vous le 5, et évidemment, le samedi qui suivra le 5, nous serons aussi dans la rue. Par conséquent, n'écoutez pas ceux qui vous disent que tout ça est terminé, parce que ce n'est pas vrai. Et quand bien même, je ne sais pas s'il se passait quelque chose de ce genre, l'éducation populaire de masse qui a été faite dans ce mouvement n'est pas perdue. Et chacun sait qu'en toute hypothèse, on retrouvera le président en CCI de ses pompes et ses œuvres avec des bulletins de vote à l'occasion des prochaines élections européennes. Mais comme ça c'est loin, on verra plus tard. En attendant, et pour l'immédiat, mobilisation, mobilisation, mobilisation. Bon les amis, si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, parce que nous, ça nous réconforte. Antoine qui fait la réalisation et moi, qui suis devant vous. Si ça vous intéresse que vous débarquez là pour la première fois et que vous avez envie d'être tenu au courant et de voir les autres épisodes, eh bien, vous pouvez vous abonner, c'est absolument gratuit. Hein. Tout le monde peut le faire. Nous sommes déjà 410 000, quelque chose comme ça. Hein. C'est la première chaîne politique du pays sur laquelle vous êtes là. Vous pouvez la retrouver aussi sur Canal Phi, qui est la télévision qui émet en continu, 24 heures sur 24, sur le site de la France Insoumise, et qui a un site à part. Donc vous pouvez cliquer directement Canal Phi et vous arrivez sur la chaîne de télévision. Et enfin, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous paraît utile, eh bien je vous en prie, partagez-la avec ceux de vos amis qui supportent ça, hein, 25 ou 30 minutes de parole de ma part. Ensuite, vous verrez dans la description en bas, vous aurez des liens sur des interventions que j'ai pu faire au Parlement, et notamment celle que j'ai fait pour demander la démission de M. Castaner. Vous voyez, tout ça, ça fait une possibilité pour vous de répandre des paroles qui peuvent aider à la lutte dans laquelle nous sommes engagés, vous qui me regardez et moi-même.